Bien, bonsoir. Donc, je m'appelle Stéphane Picot, je suis médecin et parasitologue au CHU de Lyon, où je dirige un service hospitalier et une équipe de recherche dont les thématiques principales sont consacrées à la lutte contre le paludisme, en particulier les mécanismes moléculaires de résistance de Plasmodium aux médicaments, et puis également des mécanismes de vie et de mort du parasite, et c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Alors, avant de commencer, je voudrais également remercier Olivier Demarle et Didier Ménard de m'avoir invité à cet atelier pour passer une agréable semaine avec vous. Enfin, en tout cas, agréable pour moi. Alors, cet après-midi, je vais essayer de vous emmener faire un petit voyage à une frontière entre la vie et la mort des parasites, mais également la vie et la mort des malades atteints de ces parasites. Et vous allez voir qu'en biologie, il existe quelque chose entre la vie et la mort, et cette chose-là s'appelle l'apoptose. L'apoptose, c'est une forme de mort qui a au moins deux caractéristiques importantes. D'une part, l'apoptose, elle peut être programmée dans les gènes d'une cellule, et d'autre part, cette apoptose, elle peut être réversible. Vous savez, quand on commence à mourir, on va malheureusement jusqu'au bout. En revanche, l'apoptose, on peut la déclencher par un programme, et on peut revenir en arrière et ressusciter, en quelque sorte, les cellules. Donc, deux caractères importants de l'apoptose, et c'est ces deux caractères que nous allons étudier. On va essayer de rechercher les gènes qui programment l'apoptose chez le parasite, de façon à lutter contre le parasite, mais on va également essayer de bloquer, rendre réversible cette apoptose chez le malade, pour éviter que le parasite ne tue le malade trop vite. Donc ce sont les deux aspects de l'apoptose dont je vais vous parler, l'apoptose du parasite et l'apoptose des cellules du malade, et en particulier des cellules neurologiques. Ça va bien marcher. Vous êtes très près. C'est ce qu'on appelle une télécommande de près. Voilà. Alors, globalement, l'histoire consiste à rechercher ce qui va faire passer ces enfants qui malheureusement ne bénéficient pas de prévention, d'enfants porteurs du parasite, à la mortalité due au plasmodium. Et pour cela, il y a malheureusement le chemin direct, qui est très très rapide. Vous savez qu'en quelques heures, un patient peut débuter des symptômes et mourir. Et puis il y a un chemin qui est un peu plus long, et c'est sur ce chemin-là qu'on a une possibilité d'intervenir à plusieurs niveaux. Tout d'abord, sur le moustique. Vous savez qu'il y a toutes sortes de moyens de lutte contre le moustique, mais il existe également des phénomènes d'apoptose sur le moustique. Si on a le temps, on en reparlera. On va travailler sur l'apoptose du parasite à l'intérieur des globules rouges. Vous connaissez cette photo, tout le monde l'utilise. Mais également, on va essayer de travailler sur l'apoptose des cellules neurologiques du malade au cours du neuropaludisme. Tout ça pour évidemment éviter d'arriver à un état grave et à la mort du malade. Alors, tout d'abord quelques définitions. Comment une cellule, que ce soit une cellule humaine, animale ou un parasite, peut-il mourir? Une cellule peut mourir par la nécrose, qu'on connaît tous. Ça se caractérise par une augmentation de volume de la cellule, une rupture de la membrane, et la cellule explose et disparaît. Lors de cette explosion, elle entraîne une réaction inflammatoire, et c'est ce qui génère le pus dans les lésions que l'on rencontre dans les tissus. L'autre façon de mourir, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'apoptose. L'apoptose, à l'inverse de la nécrose, c'est une condensation de la cellule diminue de volume, la membrane est préservée, et cette cellule disparaît sans laisser de traces. Pas de réaction inflammatoire, la cellule est éliminée spontanément elle-même. Troisième forme de mortalité, c'est la mort cellulaire programmée. C'est de l'apoptose, mais qui est programmée dans les gènes de la cellule. Et ça, on en fait tous les jours, c'est notre vieillissement. Nos cellules sont programmées pour mourir au bout d'un certain nombre de cycles de replication. Et donc la mort cellulaire programmée, c'est une mort qui est tout à fait normale. Dans l'embryologie, vous savez également qu'il y a des tissus qui se mettent en place et puis qui disparaissent. Et ça, c'est cette disparition des tissus chez les fœtus, avant la naissance, eh bien, c'est de la mort cellulaire programmée. Les tissus sont utiles chez le fœtus pour son développement à un certain stade, ensuite ils deviennent inutiles et ils sont éliminés par apoptose. Et puis un dernier mécanisme qui est très différent, c'est l'autophagie. Là, c'est les cellules qui dégradent à l'intérieur de leur cytoplasme des molécules qui sont devenues inutiles ou gênantes. Là, c'est parfaitement indépendant de la nécrose et de l'apoptose. C'est une régulation normale des constituants cellulaires, et donc c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas aujourd'hui.
Alors, la mort cellulaire programmée ou l'apoptose, on a l'impression que c'est quelque chose de récent, mais vous voyez que dès le 19e siècle, il y a des personnes qui avaient évoqué la possibilité d'une chromatolyse, c'est-à-dire une lyse des cellules en fonction du temps de vie de ces cellules. Il y a peu de temps, finalement, Richard Loshkin, un Américain, a décrit ce phénomène de chromatolyse chez les insectes, donc chez des organismes qui sont évidemment éloignés des mammifères. Et puis, en 1972, est apparu le terme apoptose par deux Américains, et cette description a été faite chez les mammifères. Donc vous voyez que l'histoire est relativement ancienne, si ce n'est qu'on n'a pas très bien compris tout de suite à quoi ça servait. Et puis, en 2002, le prix Nobel de physiologie a été attribué à Bob Horvitz et ses collègues pour avoir décrit le phénomène programmé de cette mort cellulaire. Il faut bien comprendre qu'il s'agit d'un suicide de la cellule, et ce suicide-là est programmé dans ses gènes. Donc c'est quelque chose qui existe normalement dans la plupart des cellules des mammifères. Donc ça fait partie de la biologie normale d'une cellule humaine. Alors très grossièrement, voilà à quoi ça ressemble, un mécanisme d'apoptose. Là est représentée une cellule, ça peut être une cellule humaine, ça peut être un parasite, peu importe. Lorsqu'on fait un stress sur cette cellule, par exemple une modification de température ou un médicament, lorsqu'on fait un stress physique, lorsqu'on prend un coup de soleil, donc il y a des UV importants qui agressent la cellule, ou lorsque l'on produit des cytokines telles que le TNF qui vont se fixer sur certains récepteurs, eh bien ces différents stress vont induire une machinerie à l'intérieur de la cellule. Cette machinerie est complexe, on va revenir dessus. Elle fait intervenir des enzymes, elle fait intervenir la mitochondrie. Il se passe toute une série de cascades enzymatiques qui vont durer plusieurs minutes, si ce n'est plusieurs heures. Et au bout de ces cascades enzymatiques, on va avoir une activation d'une enzyme dans le noyau de la cellule. Et cette enzyme va couper l'ADN de la cellule en petits fragments réguliers. Très très régulièrement, l'enzyme coupe des morceaux, comme des tranches de saucisson, de la cellule, du noyau de la cellule, et donc le noyau va plus être efficace, l'ADN va plus être efficace, et la cellule va mourir spontanément, sans que la membrane n'ait été altérée. Ça c'est l'apoptose. Alors, vous voyez qu'il y a donc différents moyens de la déclencher, et surtout, elle fait intervenir, donc je vous le disais, différentes enzymes, et ces enzymes-là sont très finement régulées les unes par les autres. Et c'est pour ça que l'apoptose est réversible, c'est que lorsque le signal est déclenché, il va se passer différentes choses, et ces choses-là peuvent être contrôlées, soit par les mitochondries, soit par d'autres enzymes, de façon à empêcher d'aller jusqu'à la dernière étape, qui est la fragmentation du noyau. Lorsque le noyau est attaqué, là l'apoptose devient irréversible, et la cellule disparaît. Alors les questions que nous sommes posées, c'est d'une part, l'apoptose existe-t-elle chez Plasmodium falciparum? Ensuite, est-ce qu'il y a un lien avec la résistance aux médicaments? Et enfin, est-ce qu'il y existe de l'apoptose dans les lésions cérébrales au cours du neuropaludisme? Alors pourquoi la première question? Jusqu'aux années 90, on considérait que l'apoptose, ça n'était possible que dans un tissu multicellulaire. On ne pouvait pas imaginer qu'une cellule isolée se suicide. Puisque quel est l'intérêt pour une cellule de se suicider? Puisqu'elle meurt, elle disparaît, elle n'a aucun intérêt. Et d'ailleurs, dans une très bonne revue, très très bien cotée en 1994, il y a un auteur qui nous a dit clairement, qui a asséné une vérité aussi solide que les baobabs, c'est que l'existence d'un programme de suicide dans un organisme unicellulaire n'a pas de sens. Quelqu'un nous a dit ça il y a 10 ans. Ça n'a pas de sens. Donc, quel intérêt de le chercher chez Plasmodium vu qu'il est unicellulaire? Tout ça pour vous dire que finalement, en dehors des baobabs qui résistent assez bien, sauf quand ils sont inondés, les vérités scientifiques ont parfois une durée de vie courte. C'est pas parce que vous allez lire dans la littérature quelque chose qui vous apparaît comme une vérité absolue que dans 10 ans, vous ne direz pas, ah ben non, ce qu'on nous a dit il y a 10 ans, c'était pas tout à fait juste. Il faut savoir évoluer sur ses connaissances. Donc on a continué, malgré cette vérité en 1994, à rechercher de l'apoptose chez Plasmodium. Pour quelle raison chercher cette apoptose? Parce qu'il y avait différentes constatations qui nous permettaient de dire peut-être qu'elle existe. D'une part, vous connaissez tous les formes de crise, les crisis forms. C'est ce qu'on retrouve sur un frottis sanguin chez un malade qui a bénéficié d'un traitement. Au lieu de trouver des beaux trophozoïtes, on voit des petites formes pycnotiques condensées qui prennent encore le colorant et qui disparaissent spontanément. Ça vous rappelle un petit peu les caractéristiques de l'apoptose. Une cellule qui se condense, qui garde sa membrane et qui disparaît. Ces formes de crise, on a souvent du mal à les différencier des taches de colorant. On ne sait pas trop si c'est un parasite vivant, tué ou une tache de colorant. En fait, c'est des formes pycnotiques, bien décrites, elles ont été décrites par Taliaferro au début du siècle, c'est pas nouveau, simplement on ne sait pas exactement ce que c'est.
Alors, dans le laboratoire, il y a quelques années, on a utilisé des médicaments tels que la chloroquine, et on s'est aperçu qu'on induisait des formes de crise, ça c'est normal, mais on a utilisé d'autres produits, qui sont des produits anticancéreux, dont on sait qu'ils induisent l'apoptose sur les cellules cancéreuses. Et chez Plasmodium, ces produits-là, anticancéreux, ont induit des formes de crise du parasite. Deuxième hypothèse en faveur de l'apoptose, vous savez que le parasite subit différentes évolutions au cours de son cycle. Il a un cycle digénique, d'une part il passe chez le moustique, ensuite il passe chez l'homme, c'est un choc thermique important, du moustique sans température à l'homme à 37, il faut que le parasite évolue fortement. Il passe des glandes salivaires du moustique à la circulation sanguine, et on sait que, on reviendra là-dessus, tous les trophozoïdes, tous les sporozoïdes, ne sont pas transmissibles à l'homme. Il y a un grand nombre de ces sporozoïdes qui meurent dans les glandes salivaires. Et il y a une équipe anglaise qui, en 2002, a montré que la mort de ces sporozoïdes dans les glandes salivaires, elle se fait par apoptose. Le parasite, dans les glandes salivaires, choisit des sporozoïdes qui vont bien, qui sont costauds, qui vont pouvoir être transmis à l'homme. En revanche, il trouve des sporozoïdes dont on ne sait pas exactement quel est leur défaut, mais en tout cas ils ont un défaut, et ces sporozoïdes-là sont éliminés par apoptose. On ne sait pas quel est le mécanisme qui déclenche ça, mais ça, on a pu le prouver, c'est une réalité. Et puis après, le sporozoïde, il passe dans le foie, il passe dans les globules rouges, il se transforme en gamètocyte dans certains cas, donc il subit toute une série de transformations. Et ce qu'on suppose, c'est qu'à chacune de ces transformations, le parasite va choisir les plus forts, les plus costauds d'entre la population de parasites, pour passer au stade suivant, et les autres vont être éliminés. Ça pourrait être, c'est très spéculatif, mais ça pourrait être une des raisons pour lesquelles les parasitémies qu'on trouve chez les patients, la plupart du temps, sont pas très élevées. Dans certains cas, on a des patients qui ont des très très fortes parasitémies, mais dans les patients sans immunité, on a des parasitémies qui montent pas très très haut. Pour quelle raison? Alors qu'elles pourraient monter très très haut avant d'avoir tué le malade. Et puis dernière hypothèse en faveur de la recherche de l'apoptose, c'est que les médicaments antipaludiques ont été utilisés dans certains cancers, notamment des lymphomes chez l'homme, pour induire l'apoptose des lymphocytes de façon parfaitement indépendante de leur mécanisme chez Plasmodium. C'est des patients qui avaient évidemment pas de paludisme, qui avaient un cancer, une leucémie, et on a pu induire l'apoptose de leurs cellules cancéreuses par des antipaludiques. Donc là, il y a 3 arguments pour rechercher l'apoptose chez Plasmodium falciparum. Alors pour faire cette recherche, il y a différentes techniques, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais je vais vous montrer quelques résultats. D'abord, on va rechercher la fragmentation de l'ADN. Vous avez vu tout à l'heure qu'on coupait l'ADN en fragments réguliers, et il existe une technique qui s'appelle le tunnel, ça n'a rien à voir avec un tunnel, mais c'est les initiales, qui permet de rechercher cette coupure régulière de l'ADN. Ensuite, il y a des modifications de la membrane. On ne va pas rentrer dans les détails là aussi, mais certains acides de la membrane se retournent, certains lipides de la membrane se retournent et peuvent être détectés au cours de l'apoptose. Et puis la mitochondrie est modifiée, on peut mesurer le potentiel mitochondrial, c'est-à-dire l'électricité produite par la mitochondrie, et on s'intéresse également aux gènes et aux protéines. Alors, sans rentrer dans les détails, si on s'intéresse à la méthode tunnel, on s'est aperçu que là ce sont des parasites, c'est Plasmodium falciparum en culture. En culture normale, finalement, on a des parasites qui ne prennent pas le marquage tunnel, leur ADN est normal. Si on met l'étoposide, qui est un anticancéreux, qui induit l'apoptose, on voit l'apparition d'un marquage. Donc il y a bien une apoptose, une fragmentation de l'ADN en présence de cet anticancéreux, et on trouve le même marquage avec de la chloroquine. Donc ce médicament, la chloroquine, induit comme un anticancéreux la fragmentation de l'ADN qui est typique de l'apoptose. Mais ça ne suffit pas comme argument pour caractériser l'apoptose, il faut beaucoup d'arguments. Ça c'est le travail de Céline Barnadas qui est actuellement dans la salle et qui nous a fait ces magnifiques schémas. Donc ça c'est l'exposition des phosphatidylsérines. Une des conséquences de l'apoptose, c'est que les phosphatidylsérines sont exposées à la membrane, à l'extérieur de la membrane, et on peut la détecter, notamment en cytométrie de flux. Alors ici vous voyez des populations de parasites en présence de RPMI. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais vous voyez que la population évolue dans le temps. Et en présence de chloroquine, on a un marquage un peu plus élevé par rapport aux témoins d'une population qui pourrait être une population en apoptose. Là aussi, ce sont des résultats qui ne permettent pas de conclure. Donc, on a cherché une autre méthode d'exploration des phosphatidylsérines. Alors, vous voyez ici, ça c'est une membrane cellulaire. Vous vous rappelez peut-être, vous savez peut-être que dans une membrane, il y a une double couche de lipides. Et dans une membrane normale, ces lipides-là qui sont violets sont uniquement à l'intérieur de la cellule. On ne peut pas les détecter à l'extérieur. Au cours de l'apoptose, ces lipides violets passent à l'extérieur et on peut les détecter. C'est ça qu'on recherche
avec l'exposition des phosphatidylglycérines et avec un marquage. Et ici, vous voyez un marquage qui est censé détecter ces phosphatidylglycérines extérieures. C'est un globule rouge parasité et on arrive à marquer la membrane du globule rouge, mais également le globule rouge lui-même. Alors là, la difficulté, c'est qu'on marque des tas de membranes, et ça, c'est un schéma d'un globule rouge parasité. Lorsque le parasite est dans le globule rouge, il produit toute une série de membranes. Ces membranes qui vont permettre de faire des réseaux. Et finalement, avec cette technique, on n'arrive pas tellement à distinguer ce qui est la membrane du parasite de la membrane du globule rouge. Donc, les résultats qu'on a là ne sont pas très, très significatifs. En revanche, on a cherché à voir, vous vous rappelez du schéma tout à l'heure de l'apoptose, la mitochondrie est importante. La mitochondrie normale, elle fait un potentiel électrique pour maintenir ses capacités d'activité, et ce potentiel, il peut être mesuré avec des marqueurs, peu importe. Et ici, vous voyez un marquage des mitochondries de Plasmodium falciparum. Il faut savoir que Plasmodium, vous le savez, Plasmodium falciparum, c'est tout petit. La mitochondrie d'un Plasmodium falciparum, c'est encore plus petit, donc les images sont très petites. Mais vous devinez, peut-être, que ici, voilà des marquages de mitochondries de Plasmodium avec différents marqueurs en présence de RPMI, donc c'est normal. Ici, on a utilisé un produit qui s'appelle le CCCP, qui est un produit dont on sait qu'il induit la dépolarisation de la membrane. C'est chimique, ça induit la dépolarisation de la membrane, et en présence de ce produit, on a ces images, vertes ici, bleues ici, et l'image superposée typique d'un Plasmodium falciparum dont la mitochondrie est dépolarisée. Si on met de la chloroquine, eh bien on s'aperçoit qu'on a quasiment la même image que celle utilisée avec le produit chimique. Donc la chloroquine induit bien la dépolarisation de la mitochondrie de Plasmodium, encore un argument en faveur de l'apoptose du parasite. Alors, un schéma incompréhensible parce qu'on s'est heurté à ça. Après, on a cherché quels pouvaient être les gènes qui étaient responsables de ce mécanisme de suicide du parasite. Et on est tombé sur toutes ces hypothèses, donc il fallait faire des choix. Et nous, nous sommes intéressés à des gènes codant des enzymes particulières qui sont des caspases. Ça fait partie des enzymes qu'on a vues sur la première cellule et sur lesquelles on peut agir lorsqu'on veut réverser l'apoptose du parasite. Donc on a cherché les gènes de ces caspases dans le génome de Plasmodium. Simplement pour vous rappeler à quoi servent les caspases. Donc vous voyez de nouveau une cellule avec l'induction de l'apoptose de cette cellule par activation d'un récepteur. Là, il y a des domaines qu'on appelle des domaines de mort, ça veut tout dire, c'est des domaines qui vont déclencher la mort de la cellule. Et lorsqu'on active ces domaines avec un récepteur, par exemple avec un ligand, comme le TNF, eh bien on va déclencher l'activation d'enzymes qui vont s'activer les unes les autres. Donc ces enzymes-là sont une seule enzyme, une seule caspase ne suffit pas. La caspase 8 va activer la caspase 3 qui va activer les autres caspases, etc. Donc à chaque fois, on a une réaction enzymatique. Donc chaque fois, on gagne du temps. La cellule gagne du temps. Elle est en train, entre guillemets, de réfléchir, se dire, est-ce que je vais me suicider vraiment, ou est-ce que finalement, le coup de chloroquine que j'ai reçu, il n'est pas très fort, donc je vais arrêter. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que ça, ce qu'on espère faire un jour, pas tout de suite, ça va prendre encore du temps, c'est trouver une cible dans cette suite de caspases pour pouvoir activer directement cette chaîne enzymatique et pouvoir stimuler le suicide du parasite. Donc plutôt que de lui donner un coup de chloroquine sur la tête ou un coup de température, on va chercher quelque chose qui pourrait stimuler directement son suicide, on va le rendre triste pour qu'il se suicide tout seul. Alors pour chercher ces caspases, eh bien, ça rentrait dans les détails, on a cherché quelque chose qui était connu chez l'homme. Les caspases, c'est des enzymes qui ont une forme avec un domaine rouge ici qui est le récepteur, et puis deux petites unités, une grande et une petite, qui lorsqu'elles sont alignées comme ça, ne sont pas actives, mais lorsqu'il y a une activation par différentes choses, eh bien ces sous-unités vertes se mettent l'une sur l'autre, et là ça devient une enzyme active. Alors, pour faire cette recherche, eh bien, on a utilisé la bioinformatique, l'ordinateur, on a utilisé des méthodes de biochimie, on a cherché à créer des protéines qui correspondent à ces caspases, et puis on a ensuite intégré ces protéines dans des cellules eucaryotes pour voir si elles étaient actives, et enfin on cherche ça maintenant chez Plasmodium falciparum. C'est le travail de Benoît Mélin, qui est un thésard dans le laboratoire, et vous voyez, donc on cherchait ça c'est chez l'homme, et voilà ce qu'on a trouvé chez les parasites. On retrouve un domaine rouge ici il est représenté en jaune, mais c'est la même chose, c'est un domaine récepteur qui est associé avec un domaine
un death domain, un domaine de mort, comme ceux qu'on a vu tout à l'heure, et puis les deux petits fragments, donc le grand et le petit, ici, le P20 et le P10, qui correspondent à ces deux petits fragments. Donc ça existe chez Plasmodium falciparum, et on est sûr. Ce sur quoi on travaille actuellement, c'est de savoir si ces deux petits fragments s'associent l'un avec l'autre pour déclencher l'apoptose du parasite. Et en effet, lorsque l'on met de la chloroquine dans les cultures, eh bien on voit se surexprimer certains de ces gènes. Alors ce n'est pas exactement des caspases, parce que les caspases c'est chez l'homme et chez les mammifères. Chez Plasmodium, ce sont des métacaspases. Donc on a pu décrire l'expression de ces métacaspases en présence de chloroquine. Donc le médicament, la chloroquine, induit bien le suicide du parasite par un mécanisme spécifique de l'apoptose. Alors quel lien cela peut-il avoir avec la résistance aux médicaments? Ici on a mis sur une culture de parasites 3D7, souche sensible à la chloroquine, ou 7G8, souche résistante à la chloroquine. Eh bien on a utilisé un produit chimique anticancéreux qui n'est pas un médicament pour le paludisme, mais on s'est aperçu, alors ça se voit pas très bien, que ces produits-là induisent la production de formes pycnotiques, des formes de crise, qui sont donc des formes liées à l'apoptose. Donc l'idée qu'on a, c'est que, ça c'est un schéma en anglais qui est un peu complexe, mais je vous l'ai expliqué, il y a face aux médicaments antipaludiques des mécanismes d'action qu'on connaît bien et des mécanismes de résistance qu'on connaît bien. Ça c'est la réalité, on ne remet pas du tout ça en question. Notre hypothèse, c'est de se dire qu'entre ces deux, il existe d'autres mécanismes qu'on n'a pas encore explorés. Alors les mécanismes d'action pour la chloroquine, on sait que ça passe en particulier par l'hème polymérase, etc., toute une série de choses. Pour la SP, la sulfadoxine pyriméthylamine, on sait que ça passe par le métabolisme des folates, ça c'est vrai. Pour la résistance à la chloroquine, on sait qu'il y a des pompes, en particulier la pompe CRT, qui fait ressortir le médicament, enfin qui modifie un petit peu la physiologie du parasite pour rendre résistant. Et on sait qu'il y a des mutations sur ces pompes qui augmentent cette résistance. Pour les mécanismes de résistance à l'ASP, c'est la même chose. Il y a des mutations qui sont possibles sur des gènes DHFR, vous avez entendu parler de ces gènes, qui sont responsables de la résistance. Mais entre les deux, donc, ce qu'on suppose, c'est que les médicaments antipaludiques auraient une action également sur l'induction de l'apoptose et que la résistance pourrait être aussi une inhibition de cette apoptose. Et si on revient à ces travaux-là, ça c'est la mesure de la fragmentation de l'ADN par une technique un peu plus ancienne, où on a cherché à induire la fragmentation de l'ADN sur deux souches de Plasmodium, une résistante à la chloroquine et une sensible. Et on s'aperçoit, après migration, alors ça je ne vais pas vous expliquer en détail ce dont il s'agit, mais croyez-moi, ici il s'agit d'une fragmentation de l'ADN induite par la chloroquine sur une souche sensible, alors que la souche résistante, ici, a perdu cette capacité d'apoptose, de fragmentation de l'ADN. Donc il pourrait bien y avoir une relation entre la résistance à l'apoptose et la résistance aux médicaments. Ce schéma-là, c'est les schémas classiques d'action et de résistance de Plasmodium aux médicaments. Ça c'est vrai, et il n'est vraiment pas dans notre idée de le remettre en cause, simplement on cherche d'autres voies qui seraient complémentaires, qui permettraient d'expliquer ce qu'on n'arrive pas encore à comprendre. Donc troisième chose, on a montré qu'il y avait de l'apoptose chez Plasmodium, on est en train de montrer que cette apoptose peut être liée à la résistance aux médicaments. La dernière étape, c'est de savoir est-ce qu'il existe de l'apoptose chez l'homme qui serait induite par le parasite, et en particulier l'apoptose des neurones au cours du neuropaludisme. Alors ça c'est un tableau que j'ai pris dans la littérature, vous voyez c'est difficilement lisible, mais c'est pour vous montrer que parmi les explications des complications cérébrales, il y a toute une série de théories qui sont toutes très très justes et très argumentées, mais qui ne permettent pas complètement d'expliquer ce qui se passe. Un autre tableau un petit peu compliqué à lire, il s'agit des complications, des séquelles neurologiques après un neuropaludisme. Et ici, vous devinez les différentes manifestations cliniques, l'ataxie, l'hémiparésie, les difficultés de prononciation, les difficultés d'apprentissage, les troubles visuels. Tout ça, c'est des conséquences qu'on retrouve chez les enfants qui ont fait un neuropaludisme, qui en ont guéri. Mais s'il y a des conséquences neurologiques, c'est que certaines de leurs cellules sont mortes, neurologiques. Alors voilà l'explication. Alors quelqu'un va faire la physiopathologie du neuropaludisme. Donc c'est un schéma sûrement qu'on va retrouver dans les semaines qui viennent, que vous allez retrouver. Une explication, ça c'est un schéma de George Gros, une explication de la physiopathologie du neuropaludisme. Lorsque les globules rouges parasités arrivent dans les vaisseaux sanguins au niveau cérébral, ces globules rouges vont induire
par différents mécanismes, notamment des mécanismes inflammatoires, la production de cytokines, vont induire l'expression de récepteurs sur les cellules endothéliales des vaisseaux, et ces récepteurs vont permettre la séquestration des globules rouges parasités sur ces récepteurs, diminuer le flux sanguin en aval et entraîner une souffrance des neurones parce qu'ils sont moins bien alimentés par le sang oxygéné. Et puis, une hypothèse qui avait été décrite par Georges Gros, c'est que, en plus de ces mécanismes purement sanguins dans les vaisseaux cérébraux, eh bien, l'activation de ces récepteurs va induire une destruction des cellules endothéliales neurologiques, des cellules endothéliales des vaisseaux cérébraux, et donc une atteinte du tissu sous-jacent. Alors il y a différentes équipes qui ont montré que cette destruction des cellules endothéliales passait par une apoptose des cellules endothéliales induites par le parasite. Donc il y a bien, au cours du neuropaludisme, une apoptose des cellules endothéliales. Alors, nous avons fait une étude dont l'objectif était de voir s'il était possible d'utiliser des médicaments protecteurs des neurones, comme c'est le cas lorsqu'il y a une ischémie cérébrale. Vous savez que lorsque quelqu'un fait un infarctus cérébral, le flux sanguin diminue, il y a une nécrose de certains neurones avec une hémiparésie, une hémiplégie ou au contraire une récupération. Et depuis quelques années, les neurologues utilisent des produits qui permettent de limiter les conséquences cérébrales de l'ischémie. Les cardiologues, depuis 1 ou 2 ans, l'utilisent également, les gens qui font un infarctus cardiaque. Si on leur donne tout de suite certains produits, eh bien leur infarctus arrête d'augmenter de volume, ils ont moins de séquelles, ils ne meurent plus, moins en tout cas, et ils peuvent reprendre une vie à peu près normale. Donc ce qu'on a voulu tester, c'est est-ce que ces médicaments sont efficaces au cours du neuropaludisme. Et pour cela, nous avons utilisé un produit que les cyclistes ou les sportifs connaissent bien, l'érythropoïétine, l'EPO. Est-ce que vous en avez entendu parler? Alors il paraît qu'il n'y a que les cyclistes qui l'utilisent, mais les footballeurs, les tennisman, tout le monde l'utilise largement. Ça, c'est un produit qui est très commun. C'est une hormone qu'on produit nous-mêmes. C'est l'hormone qui va permettre la production des globules rouges. Mais c'est l'hormone qui a également toute une série d'autres effets, et en particulier, elle est utilisée dans le traitement de l'anémie chez les patients qui ont une insuffisance rénale chronique. Donc c'est un produit qui est déjà largement utilisé, c'est un médicament qui existe, qui est largement utilisé dans des circonstances cliniques complètement différentes du paludisme. L'inconvénient majeur de ce produit, c'est que d'une part, il n'existe qu'en forme injectable, et d'autre part, il est extrêmement cher. Alors, nous avons fait une étude chez la souris. Alors voilà un petit peu le design de l'étude. Ici, vous avez une flèche du temps. Donc là, c'est le J0. Et puis ça, c'est au bout d'un mois, 30 jours. On a infecté des souris avec une souche de plasmodium qui est responsable d'un neuropaludisme chez la souris. Donc c'est pas Plasmodium falciparum, mais c'est un équivalent. Et puis on a fait 2 groupes de souris. Les groupes de souris auxquels, dès qu'elles ont commencé à présenter des signes cliniques de neuropaludisme, on a injecté du sérum, un produit qui est sans efficacité. Et puis un autre groupe de souris auquel on a injecté exactement de la même façon de l'EPO. On n'a pas donné de médicament antipaludique, simplement de l'EPO ou rien du tout. Et on a mesuré la survie de ces souris dans le temps. On a fait toute une série d'expériences, et voilà les résultats. Là, c'est une courbe de survie. Ici, on a 100% de survie, ici 0% de survie, et là, c'est les jours, de 0 à 30 jours. En noir, c'est les souris qui ont eu un traitement par le sérum salé. Pas de médicaments, et vous voyez qu'elles sont quasiment toutes mortes entre J7 et J8, c'est ce qu'on espérait. Il y en a eu une qui a survécu jusqu'à J20, parce qu'il y a toujours des différences dans la susceptibilité, mais peu importe. Vous voyez ici que le groupe bleu, c'est les souris qui ont reçu que de l'EPO. Et 60% des souris survivent les 2 premières semaines de leur neuropaludisme, sans antipaludique. Après, elles ont commencé à mourir parce qu'elles avaient toujours des parasites, leurs globules rouges éclatés, elles avaient une anémie sévère, et là, elles sont mortes d'anémie sévère, mais guéries de leur neuropaludisme, sans antipaludique. Et la différence entre les deux est très, très, très significative. Donc on a trouvé un médicament, enfin le médicament existait déjà, on l'a utilisé dans un modèle de neuropaludisme, on s'est aperçu qu'il permettait d'empêcher que les souris ne meurent du neuropaludisme dans la phase initiale. Alors ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est évidemment de refaire la même chose, simplement les souris, on va leur donner de l'EPO et un médicament antipaludique, avec comme espoir que l'EPO va empêcher qu'elles ne meurent tout de suite,
les premiers jours du neuropaludisme, et que ensuite l'antipaludique aura le temps d'agir pour tuer les parasites et empêcher que les souris ne meurent complètement. Alors ça, c'est un modèle murin. C'est évidemment différent de ce qui se passe chez l'homme, mais il faut commencer par un modèle. Donc ça, c'est en cours dans le laboratoire, et puis dans les semaines et les mois qui viennent, on va faire un essai clinique chez l'homme au Mali pour vérifier que l'érythropoïétine permet la survie immédiate des patients présentant un neuropaludisme. Vous comprenez que c'est un avantage énorme, puisque vous savez que lorsque les enfants ont un neuropaludisme en particulier, ils meurent très très rapidement. 80% de la mortalité a lieu dans les 36 premières heures après l'hospitalisation. En 36 heures, les médicaments n'ont pas toujours le temps d'être efficaces, les antipaludiques. Le PO, là on a fait 3 injections, mais on a fait la même chose avec une seule injection. Une seule injection de PO permet d'empêcher la mort immédiate. Donc de laisser le temps à l'antipaludique d'agir. Alors comment ça marche? Bien, en fait, le PO limite grandement les hémorragies. Ici, vous voyez des coupes de cerveau de ces souris, et les souris contrôle ont beaucoup d'hémorragie dans le cerveau, alors que les souris EPO ont beaucoup moins d'hémorragie. Ici, vous voyez la courbe des souris contrôle, ça s'arrête à J8, à J7, parce que les autres sont mortes. Donc beaucoup d'hémorragie dans ces souris-là, alors que les autres, elles commencent à avoir un peu d'hémorragie, on les traite, et finalement elles survivent, et elles ont de moins en moins d'hémorragie, et plus d'hémorragie du tout. Donc le PO empêche les hémorragies, je ne vais pas gagner du temps, et également, on a mesuré l'expression des gènes de certaines cytokines, en particulier l'interféron gamma et le TNF. Vous savez que c'est des cytokines qui ont un impact sur la physiopathologie du neuropaludisme, et on s'aperçoit que dans le groupe ayant reçu le PO, eh bien, il n'y a plus de surproduction. Ici, vous voyez, à J6, donc, dans la souris contrôle qui font un neuropaludisme, on a un pic important de TNF. Là, vous voyez qu'on part de 0 à 1000. Donc il y a une surproduction de TNF qui va, d'interféron ici, et TNF ici. Cette surproduction va induire les lésions et la mort de la souris. Après ça diminue parce que finalement la réaction inflammatoire est épuisée et la souris va mourir. Dans le groupe EPO, eh bien à J5 il ne se passe rien, à J6 il ne se passe rien, à J7 ça monte un petit peu l'interféron, mais vous voyez finalement très très peu par rapport aux autres. Et donc l'EPO empêche la surproduction des cytokines et donc la physiopathologie de la maladie. Puis finalement on a voulu savoir si le monoxyde d'azote, le nitrioxyde, le NO, était impliqué également dans ces mécanismes, et on a implanté des petits capteurs dans le cerveau de nos souris au cours de leur neuropaludisme. Ces capteurs-là vont directement dans le cerveau, ils ne vont pas dans le sang. Jusqu'à présent, on a toujours mesuré le NO que dans le sang circulant des malades ou des souris. Là, nos capteurs, ils vont dans les tissus, dans les neurones. Donc c'est vraiment la production du NO dans les neurones, et on s'est aperçu au niveau du cortex que chez les souris non infectées, on avait un certain taux de NO normal. Chez les souris infectées, mais n'ayant pas reçu de PO, eh bien, ce taux de NO, de nitrioxyde, augmente de façon significative. Lorsqu'on donne de l'EPO, eh bien, on revient à un taux normal ou quasiment normal. Donc, l'EPO agit en limitant les hémorragies, en limitant la surproduction de cytokines, en particulier TNF, et en limitant la surproduction de monoxyde d'azote. Donc au total, si on revient à notre petit schéma, voilà, ça devrait. Entre l'infection et la mort du patient, eh bien, on retrouve de l'apoptose dans les glandes salivaires des moustiques. Donc c'est Hilary Earle et Alola Yen qui l'ont décrit en 2002. On retrouve de l'apoptose dans les globules rouges infectés par le parasite, et ça a un lien avec la résistance. Et on retrouve de l'apoptose au niveau des cellules neurologiques au cours du neuropaludisme. Donc, ce mécanisme un peu particulier de mort cellulaire, qui est programmé et réversible, intervient de façon très importante dans la physiopathologie du neuropaludisme et dans l'évolution de cette maladie. Alors, évidemment, la vie et la mort, au niveau cellulaire, c'est quelque chose qui est intimement lié. Alors la difficulté maintenant, ça va être pour nous d'induire l'apoptose du parasite tout en bloquant l'apoptose des neurones. Ça paraît être un challenge difficile à atteindre. Simplement, on a trouvé ce qui peut-être probablement induisait l'apoptose du parasite, et on a de grandes chances de retrouver ces mêmes effets sur l'apoptose du neurone. Donc chez un patient, ce qu'on cherche actuellement,
On ne va pas encore trouver la solution, mais ce qu'on cherche actuellement, c'est la molécule qui permettrait chez un patient atteint de neuropaludisme de faire se suicider le parasite et en même temps de lui protéger ses neurones. C'est possible, ça reste dans un avenir de quelques années, mais si ça marchait, vous comprenez qu'on aurait un avantage important puisque ces produits-là n'ont aucun lien avec les mécanismes de résistance des antipaludiques. Peu importe la résistance du parasite aux antipaludiques, là on a quelque chose qui pourra peut-être être indépendant de cela. Alors, pour terminer, je voudrais citer les personnes qui sont impliquées dans ce travail, en particulier encore une fois Céline qui est ici, Benoît Mélin donc, qui a fait la partie de génome et Christine Latour qui s'occupe des cultures, Karine Kayser, Annelise Bienvenue, Josette Ferrandis, Thibaut Brugat et Aurélie Ecker qui sont les personnes qui s'occupent du modèle souris de neuropaludisme, Frédéric de Montbrison et Laetitia Boutran qui s'occupent du NO au cours du neuropaludisme, et puis des personnes qui sont passées dans le laboratoire, qui ont participé à ces travaux et qui sont actuellement partie du laboratoire. Je te remercie.